Vidéo numéro 101. Reims des amateurs. Bonjour. Suite à l'enquête sur vos préférences en matière de vulgarisation scientifique, il ressort que l'histoire des sciences a la faveur du plus grand nombre parmi mes auditeurs habituels. N'étant pas un expert du domaine, j'apprends cette histoire avec vous, dans l'idée de vous faciliter l'accès à ce type de connaissances. Ce n'est pas par étourderie que j'ai mis 2 majuscules, car ici, elles sont vraiment méritées. Nous allons parler de Fermat et de ses travaux en arithmétique. Il s'agit d'un personnage tout à fait exceptionnel et dont la France ne devrait pas hésiter à être fière. La plupart des informations que je vais vous résumer ici viennent de Wikipédia et de ses références. Pierre de Fermat, contrairement à son contemporain Gilles Personne de Roberval, dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 87, est né dans une famille financièrement à l'aise entre 1601 et 1608, suivant des sources historiques divergentes, en Occitanie, près de Castelsarrasin. Il sort bachelier de droit civil de l'université d'Orléans en 1631 et s'installe à Toulouse pour y entreprendre une carrière de magistrat qu'il avait précédée par une activité d'avocat dès 1627. Bien qu'il ait découvert l'un des principes les plus importants de la physique, qui donnera naissance plus tard au calcul des variations, l'intérêt de Fermat pour les mathématiques, d'ailleurs relativement tardif, ne semble pas être lié à la science, quasiment inexistante, de l'époque, mais plutôt à une curiosité insatiable pour les problèmes de logique pure et notamment d'arithmétique fondamentale. Il est intéressant de remarquer que l'intérêt de Fermat pour les mathématiques semble avoir débuté par la géométrie. C'est intéressant pour au moins 2 raisons. Premièrement, cela suggère que sur le plan cognitif, il était plutôt ce que nous qualifierions aujourd'hui de cerveau à dominance hémisphérique droite, la caractéristique commune des grands artistes et des inventeurs les plus créatifs, comme Archimède ou Tesla. Ces personnes sont le plus souvent peu soucieux de démonstration, car elles voient que le résultat est vrai avant qu'une justification détaillée en apporte une preuve irréfutable. Deuxièmement, c'est peut-être grâce à la géométrie qu'il s'est ensuite intéressé aux travaux de Diophante. Le grand théorème de Fermat, devenu aujourd'hui célèbre, a d'ailleurs plusieurs connexions indépendantes avec la géométrie. Quittons l'histoire des sciences proprement dite pour énoncer 3 problèmes fondamentaux sur lesquels l'intervention de Fermat a été déterminante. Je reviendrai en détail sur ces problèmes dans des vidéos ultérieures sur l'arithmétique élémentaire. 1. Le petit théorème de Fermat. La version initiale de ce résultat a été énoncée vers 1640 sous une forme beaucoup plus compliquée que la forme actuelle, mais elle est intéressante car elle fait apparaître l'aspect cyclique du problème. La forme actuelle est la suivante. Pour tout entier premier P et tout entier n, la différence n puissance p moins n est un multiple de p. On ne sait pas si Fermat avait démontré son résultat, même si la forme initiale de l'énoncé semble indiquer qu'il avait compris la structure algébrique qui explique pourquoi il est vrai. Une vidéo prochaine sera entièrement consacrée à ce résultat. 2. Le théorème des 2 carrés. L'ingénieur et mathématicien Albert Girard a énoncé en 1625 une condition nécessaire et suffisante pour qu'un nombre entier soit somme de 2 carrés. Il ne semble pas en avoir une démonstration. Ce résultat peut se déduire d'une propriété très simple, à savoir qu'un nombre premier autre que 2 est somme de 2 carrés si et seulement si le reste de sa division par 4 est égal à 1. Il n'existe pas de démonstration facile de ce résultat, que Fermat prétend en 1659 pouvoir prouver par une nouvelle méthode dite de descente infinie. La première vraie démonstration a été obtenue près d'1 siècle plus tard par le grand Léonard Euler en suivant les indications de Fermat. 3. Le grand théorème de Fermat. Pierre de Fermat, helléniste et latiniste distingué, avait lu avec beaucoup d'attention les travaux de Diophante sur l'arithmétique. Dans ces travaux, les triplés pythagoriciens
connus en partie par les Mésopotamiens depuis 1800 avant Jésus-Christ, sont interprétés non seulement comme une réalisation du théorème de Pythagore dans le cas particulier des côtés entiers, mais aussi comme la division d'un carré entier en deux carrés de la même nature. Il semble que Fermat, qui était un excellent calculateur, ait repéré, sinon démontré, que la même opération est impossible pour les cubes et les puissances quatrièmes. Même dans ces deux cas, la démonstration est assez élaborée. S'en est suivi la remarque, en marge du livre de Diophante, suivant laquelle c'est en réalité impossible pour toute puissance autre que 1 et 2. On ne sait pas, et on en doute fortement, si Fermat avait vraiment démontré ce résultat, car la démonstration actuelle, obtenue par Andrew Wiles en 1993, est d'une grande complexité et repose sur des outils d'algèbre élaborés en plus de 3 siècles. Quand on voit la profondeur des questions abordées par Fermat et la difficulté des méthodes qui ont conduit à y répondre, il n'est pas étonnant que le mathématicien et romancier Eric Temple Bell l'ait qualifié de prince des amateurs. Les amateurs jouent finalement un rôle très important en science depuis toujours, car ils ont souvent, sur les questions fondamentales, une approche très différente des spécialistes, moins inhibée et reposant sur des motivations souvent difficiles à relier avec ce qu'ils ont débusqué de façon apparemment fortuite. En réalité, on comprend seulement après coup une progression sortie complètement des sentiers battus pour emprunter avec détermination de subtils et féconds chemins de traverse. J'espère que cette vidéo aura éveillé votre curiosité sur les exploits de Fermat en arithmétique et je vous dis à bientôt.